On t'a dit que pour poser tes limites, il fallait bien communiquer, utiliser les bons mots, être claire mais douce, ferme mais bienveillante. Pourtant, tout ça c'est secondaire. Poser des limites n'a que très peu à voir avec ce que tu dis, mais plutôt avec ce que tu crois mériter. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet des limites sous un angle différent. On s'est trop longtemps concentré sur l'autre. Pourquoi il ne me respecte pas? Comment faire pour qu'elle m'écoute? Etc. Mais les limites, c'est pas une affaire de stratégie ou de technique. C'est une manière d'être. C'est ce que tu incarnes avant même d'ouvrir la bouche. Cette nouvelle manière de voir les limites, ça va vraiment te changer la vie. Ça va t'aider à sortir de cette obsession pour le comportement des autres, pour le manque de respect des autres. Et ça va te donner le pouvoir à toi d'agir en pleine conscience. En première partie, on va voir pourquoi on galère à poser des limites et comment guérir ce qui empêche de dire non. Dans un premier temps, il y a la faible estime de soi. La faible estime de soi, ça se voit, ça se ressent dans notre posture, dans notre manière de parler, dans notre manière de nous excuser d'exister. On se sent pas capable, mais avant ça, on se sent même pas digne d'avoir des limites et encore moins de les exprimer. L'estime de soi, c'est la reconnaissance intime de sa propre valeur. C'est le regard qu'on porte sur soi, indépendamment de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, et indépendamment de ce que les autres pensent de nous. Ça repose sur 3 piliers: la confiance en soi, l'amour de soi et la vision, la perception de soi. Quand l'estime de soi, elle est basse, on doute constamment de sa propre valeur. On se tait, on s'adapte, on tolère des choses qui sont intolérables. Et c'est pas par gentillesse, c'est parce qu'on se sent pas à la hauteur, on se sent pas digne, pas en droit d'exprimer des limites. Mais c'est pas figé. L'estime de soi, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. C'est quelque chose qui va être amené à évoluer avec le temps et selon les expériences. Si tu veux en savoir plus sur l'estime de soi et comment la cultiver, je t'invite à te rendre sur ma vidéo sur l'amour de soi pour mettre les choses en place justement pour aller vers une meilleure estime de soi. Mais on galère à poser des limites parce qu'on emporte nos schémas du passé. Il y a des situations qu'on vit à l'heure actuelle qui nous renvoient directement à des souvenirs d'enfance. Et c'était une époque où on n'avait pas les moyens, on n'avait pas la maturité de faire face à ces moments d'humiliation, de manque de respect, etc. Alors c'est la peur et la culpabilité qui prennent l'ascendant sur tout le reste. Il y a un moment où je travaillais en tant que babysitter pour le papa d'une amie. C'était un plan où en gros quelques samedis soirs j'allais garder ses filles parce qu'il travaillait tard le soir. Et donc ça se passait bien de manière générale, mais il y a eu un soir où c'était vraiment rocambolesque. Il y a une situation vraiment t'as peur. Il est rentré super tard. Et j'avais compris, j'avais dit, il n'y a pas de souci, je comprends. Voilà, vu la nature de son taf, je me disais, bon, c'est normal, ça vient avec ça, quoi. C'est partie du package. Et voilà, donc j'ai continué à faire ce babysitting après ça. Et il y a un autre soir où il y a eu une situation encore, ça allait dans tous les sens. Et là, j'étais énervée. Et en plus de ça, la fille que je gardais, elle était inquiète et elle ne dormait pas. Et donc après ça, je me suis posée et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Il va falloir que je lui en parle au papa parce que moi, je vais pas pouvoir continuer comme ça, hein. Tous mes samedis, ça va pas, je vais pas pouvoir gérer ce genre de situation et rentrer à pas d'heure chez moi, en fait. À ce moment-là, avec ma thérapeute, elle m'avait donné une technique pour exprimer ce type de demande-là. Donc, c'était une technique sous forme de sandwich. Donc, je dis quelque chose de positif. Au milieu, je dis je sais plus exactement. Franchement, pour te dire, j'ai carrément oublié cette technique. Mais en gros, c'est un peu dire quelque chose de positif d'abord, mettre le cœur de la demande ou le cœur de la limite au milieu et finir sur quelque chose de positif, c'est-à-dire une résolution, donc une question. Une question ouverte ou une ouverture, quoi. Dire, voilà, à l'avenir, j'ai envie de continuer de travailler avec toi, mais j'aimerais bien qu'on puisse le faire sur des bases saines. Donc j'ai écrit ce message et j'avais chaud d'appuyer sur send et quand j'ai appuyé, j'ai mis mon téléphone loin de moi. Je l'ai retourné et je crois que je l'ai pas touché pendant 4 heures, tellement j'avais peur de la réponse du papa. Je raconte cette story time parce que ça va permettre d'illustrer tout ce que je vais dire par la suite. Et parfois, on peut faire la même chose quand on demande aussi un service ou quand on dit ce qu'on veut clairement. On peut avoir cette peur de la réaction de l'autre. Et c'est une peur qui est vraiment viscérale, c'est une peur qui est profonde. Elle est liée justement à ces expériences qui ont laissé des marques. Et dans mon cas, je vivais dans la peur de revivre des conséquences que j'avais vécues dans le passé. C'est quoi cette conséquence? C'est la peur d'être puni, c'est la peur d'être blâmé, c'est la peur de subir des violences psychologiques, des abus physiques pour avoir voulu t'exprimer. On connaît les familles Westaf où il y a beaucoup de violences, que ce soit des violences psychologiques, des abus physiques, des violences verbales.
C'est quand même beaucoup de punitions, de choses comme ça dans l'enfance. Et parfois, ça va même au-delà de l'enfance. Et le truc, c'est que ça s'arrête pas là. C'est des choses qu'on emporte avec nous dans nos schémas quand on est adulte. Ça laisse des séquelles et on n'en est pas forcément conscient. On se dit pas consciemment, oh, j'ai peur de dire non parce que j'ai peur de me faire gifler comme je me suis fait gifler à 6 ans. Non, ça se passe pas comme ça. Dit comme ça paraît bête, mais petit, on était impuissant face à notre environnement. Ça pouvait être dans un environnement où tu savais pas exactement quel bouton allait déclencher la colère de tes parents. Et parfois, ça peut être comme une force. Moi, je le ressentais comme ça. C'était vraiment comme une force invisible qui m'empêchait de m'exprimer, qui venait me faire taire, en fait. C'était au-dessus de mes forces. C'était insurmontable à ce moment-là. Et je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Et je te laisse en commentaire me dire ce que tu en penses. Bref, comment te défendre si ce que tu as appris pendant ton enfance, c'était te faire petite, c'était d'être sage, de te taire face aux adultes, de faire moins de bruit et de te faire toujours plus petite? Comment apprendre à te défendre dans ces cas-là? Au contraire, il y a aussi la posture très agressive. Et cette posture-là, elle vient aussi d'une insécurité. Tu te bats face au danger comme s'il y avait un ours en train de te poursuivre. Parce qu'en fait, ton système nerveux, il est en état constant d'alerte. Tu as des réactions qui peuvent être perçues comme excessives et ça éloigne les gens de toi. On parle souvent des mécanismes de fuite ou de soumission. En réalité, il y en a 4. Fight, donc la bagarre, le fait de lutter. Flight, c'est la fuite. Freeze, c'est la paralysie. C'est la paralysie. Et il y a fawn, c'est le fait de faire plaisir à tout prix. Chacun développe sa propre stratégie pour rester en sécurité. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est conscient. Hein. On se dit pas, allez là, fight. Non, non, non. Et le truc, c'est que ces réactions, elles finissent par créer beaucoup plus de distance avec les gens qu'on ne le pense. De l'incompréhension et de la solitude. Et là, je parle de solitude subie et pas de solitude choisie. Et tant qu'on reconnaît pas ces automatismes, on confond tout. Et par exemple, on peut confondre une défensivité extrême avec le fait de poser des limites claires. En tout cas, aujourd'hui, tu as un certain âge. Si tu es sur cette vidéo, je considère que tu es au moins majeur. Et selon les statistiques, tu as au moins 20 ans. Donc, on va sûrement pas te punir si tu dis non. Ou parce que tu décides de quitter une situation. Tu as le droit, voire, selon moi, tu as le devoir d'incarner tes limites et de t'exprimer dans toute ta singularité. C'est ce qui fera de toi une personne intrigante et une personne qu'on aura envie de découvrir chaque jour un peu plus. Il y a aussi la croyance qu'on est responsable des émotions des autres, qu'on porte le monde sur nos épaules et que tout dépend de nous. Si la personne en face de toi, elle est déçue et en colère, si elle te boude parce que tu as refusé de venir repasser ses chemises, est-ce que c'est vraiment ton problème ou est-ce que c'est plus le sien? Il y a tout un cheminement pour arriver à là, pour arriver à se détacher de ce sens de responsabilité vis-à-vis des autres. Et il s'agit de venir apaiser toutes ces blessures et toutes les conclusions auxquelles tu es arrivé, qui aujourd'hui font que tu vis dans cette peur. Et cette peur, elle t'empêche aujourd'hui de t'exprimer parce que oui, les limites, c'est l'expression de soi. Donc dans cette partie, on va parler du fait que les limites, ça s'apprend et que c'est plus un dialogue avec soi-même. Déjà, les boundaries, les limites, ça commence avec soi. C'est une compétence qui s'apprend. Et je suis persuadée que pour la plupart d'entre nous, on ne l'a pas apprise durant notre enfance et on se retrouve adulte à devoir apprendre tout ça. Parce que l'éducation, elle était centrée sur le fait d'être sage, d'être serviable, en particulier pour nous les femmes. Parce qu'on a appris à être aimable, fois 100, à être serviable, à faire passer les besoins, les envies des autres toujours avant, et à se contorsionner dans ce rôle de femme bien. Déjà, une question. Comment tu te traites? Tu es qui vis-à-vis de toi-même? Est-ce que tu tiens tes engagements? C'est impératif de commencer par là. Parce que quand on veut avoir des standards, il s'agit aussi de les incarner soi-même. Et le reste sera transmis de manière non verbale. Ce que tu dis, ça représente 7% de la communication. Le verbal, c'est 7% de la communication. Tout le reste, ça passe par le non-verbal. Ça va passer par ton langage corporel, l'intonation de ta voix et toutes ces choses-là qui vont au-delà de ton discours. Et sur ça, tu pourras pas mentir. Parce que le corps, il est lié à ton esprit. Et si à l'intérieur de toi-même, tu te trahis déjà tous les jours et que tu n'as aucune relation avec toi-même, crois-moi que ça va se retranscrire à l'extérieur. On ne va jamais te respecter plus que tu ne te respectes toi-même. Si ce que tu renvoies, c'est que tu respectes aucun de tes engagements avec toi et que tu es prête à te plier en 4000 juste pour éviter de froisser une personne, ou encore que tu seras toujours là, même si on te manque de respect, alors tu ne montres pas et tu n'incarnes pas ta véritable valeur. Se respecter, c'est la base
Déjà, pourquoi est-ce que ça serait plus important? Pourquoi c'est plus important pour toi de faire plaisir à une autre personne, de protéger les émotions de quelqu'un d'autre au détriment de ta dignité? Il faut remettre les choses à leur juste place. Apprends à te connaître, à écouter tes émotions. T'es qui? T'aimes quoi? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te passionne? À quel moment tu te sens le plus à l'aise et à quel moment au contraire tu te sens insécure? La partie où on fait les SOCAS ou je sais même pas comment on appelle toutes ces méthodes-là. Toutes ces méthodes de communication, c'est vraiment la dernière partie. Et on a aussi peur de certaines émotions. Tout à l'heure, je disais qu'on peut avoir peur de la colère parce que par exemple, on a baigné dans un environnement dans l'enfance qui était violent et où on savait pas vraiment comment se comporter pour éviter la colère, la rage de nos parents. Et donc, à l'avenir, ça peut se transformer en une croyance du type ouais, je vais pas me mettre en colère parce que la colère, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose qui fait du mal et ça m'a fait mal dans mon enfance. Alors que, comme je dis toujours, il n'y a pas de bonnes émotions comme il n'y a pas de mauvaises émotions. Les émotions, c'est des informations. Et aujourd'hui, comment j'utilise la colère? Quand je le ressens, je me dis, ok, là, si je me sens en colère, si je me sens vexée, c'est qu'il y a une limite qui a été dépassée et je vais venir affiner, déjà affiner la connaissance que j'ai de moi parce que c'est un processus qui ne finit jamais et affiner également la manière dont j'aime être reçue dans les relations, dans les interactions. Donc poser les limites, c'est plus pour soi que pour les autres. C'est se rappeler qui tu es. Ça va au-delà de contrôler l'autre et de faire en sorte que la personne agisse exactement comme on a besoin. Quand on est concentré sur le fait de venir changer le comportement de l'autre à travers les limites et bien exprimer ses limites, c'est comme donner tout son pouvoir et reposer sur l'espoir que l'autre puisse se conformer à nos attentes. Mais la balle, elle est dans notre camp et elle l'a toujours été. C'est super les modes de communication non violente, je dis pas le contraire, même si voilà, je me moque un peu parce que ça me fait rire aussi, cette manière dont on a de tout qualifier, de trouver des techniques avec des noms pas possibles. Mais souvent, on utilise ces techniques-là pour garder des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des gens qui sont engagés dans le fait de te manquer de respect et qui changeront jamais. Alors pourquoi trouver 10 000 façons de communiquer avec ces personnes-là? Et puis les boundaries, c'est fait pour attirer à soi les personnes, les situations, les choses qui nous conviennent réellement. C'est pas une manière de contorsionner ou de manipuler la réalité. Est-ce que tu es un paillasson sur lequel tout le monde peut venir piétiner? Décide-toi et cultive ton amour-propre. Par exemple, engage-toi sur une chose et fais-le. Fais-le tous les jours. Tiens ton engagement. Et rien qu'avec ça, tu verras que ça te donnera confiance. Ça peut commencer avec des petites choses. Troisièmement, poser des limites sans conséquence n'a aucun impact. Ça revient à la question d'intelligence et d'échange énergétique. C'est à toi de voir là où il y a de la réciprocité ou pas et d'agir en conséquence. Vocaliser les limites, c'est bien, mais poser des conséquences, c'est encore mieux. J'ai une amie qui m'a raconté comment à 2 reprises, elle est sortie blessée et humiliée d'un événement familial. La première fois, elle a eu une discussion avec les personnes concernées pour exprimer sa déception et le fait qu'elle soit blessée. Mais l'histoire, elle s'est répétée après ça. Elle a été invitée à un second événement où on l'a traitée de la même manière, voire pire que la première fois. Bon, déjà, je vais te tenir la main pendant que je dis ça. Parce que je sais que c'est pas facile. Mais si tu te plains, sache que c'est toi qui as quelque chose à changer. Parce que la personne en face de toi, je pense qu'elle obtient ce qu'elle veut. Donc elle n'a aucun intérêt à changer. On donne des avertissements. Mon amie, elle en a parlé. Après avoir été humiliée, après avoir été exploitée. Elle l'a dit, elle l'a exprimé. Il y a eu ce premier événement où c'est arrivé, et entre les deux, elle a pu l'exprimer. Mais elle a quand même choisi de venir au deuxième événement, sans même s'assurer de comment ça allait se passer, quelles étaient les modalités, ni quoi que ce soit. C'est comme si c'était rien passé auparavant. Et je me dis qu'elle a dû laisser passer beaucoup de choses pour que son nom rime avec exploitation aujourd'hui. Et quand il y a des choses comme ça qui se passent et que tu es blessé, tu as espoir que l'autre le comprenne. Et le truc, c'est que parfois, l'autre ne comprendra pas. Et c'est même pas que l'autre ne comprendra pas. C'est plutôt que l'autre a tout intérêt à ne pas te comprendre. Parce que si les choses restent telles qu'elles sont, cette personne-là, ses besoins, ils sont satisfaits. Et c'est pas que les gens t'aiment pas ou quoi que ce soit.
C'est plus que les personnes, elles t'aiment dans ce rôle-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas se concentrer sur la manière d'exprimer les boundaries et sur l'autre. On ne peut pas se dire qu'il faut que j'apprenne à poser des limites parce que j'aimerais bien que la personne se comporte de telle manière avec moi. On ne contrôle personne. Je le comprends parce que moi aussi, pendant longtemps, j'ai été dans ces schémas où j'étais très concentrée sur l'autre et faire en sorte que l'autre corresponde à mes attentes. J'avais cette relation dont j'étais pas satisfaite et j'écrivais souvent à cet ami-là pour lui dire que j'aimais pas la façon dont notre lien évoluait et que je me sentais pas nourrie, je me sentais pas vue, je me sentais pas nécessairement aimée et que je voulais plus que ça se passe comme ça. Mais le ça là, c'était quoi déjà? Franchement, je demandais un changement que je comprenais même pas moi-même parce que je ne savais même pas ce que je voulais. Et en plus de ça, je lui tendais mes attentes comme une clé, comme une énigme qu'elle devait déchiffrer en fait de son côté et j'attendais sa résolution. Avec du recul, je me rends compte que le vrai move et le move que je fais à l'heure actuelle, c'était pas de la faire changer et c'est jamais de faire changer la personne en face. Plutôt que d'essayer de la faire rentrer dans le moule de mes attentes, pourquoi ne pas m'ouvrir à d'autres relations avec des personnes qui sont naturellement comme ça? Et ça pose cette question-là. Est-ce que le seul pouvoir qu'on a sur les autres, ça serait pas celui de tourner les talons? Parce que poser des limites sans conséquence, ça manque de crédibilité. C'est comme un enfant à qui on dirait à 3, t'es puni. Et en fait, on reste bloqué à 2, 2,5, 2, 3 quarts. Et le 3, il ne vient jamais. Il faut des conséquences. Parce qu'à chaque cause, il y a un effet. S'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'évolution. Et la personne, elle ne comprendra jamais. Bon, et en vrai, on s'en fout, finalement. L'enfant, ce qu'il apprend dans ces circonstances-là, c'est qu'il peut faire des bêtises autant qu'il veut. Il peut juste s'excuser sans vraiment changer de comportement et il n'aura pas de conséquences. C'est ça qu'il apprend, l'enfant, quand on fait ça. Et ce que j'ai observé, c'est que les enfants, ils se sentent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus safe dans les circonstances où justement il y a un cadre avec des limites claires. Alors maintenant, est-ce que ça passe forcément par la punition? Ça, c'est un autre débat. Je ne pense pas que ça soit le cas, mais tu vois ce que je veux dire. C'est important d'avoir ce sens du danger, de savoir que là, si je dépasse un certain cadre, ma place, elle est en jeu. Donc si tu as décidé que cette personne n'allait pas t'appeler après 21h, tu réponds pas après 21h. Point barre. Et tu t'en excuses pas le lendemain. S'il y a une personne qui te manque de respect, tu limites l'accès à toi. Point de trait. Je suis la collègue à qui on n'envoie pas de message passer une certaine heure parce que je pense que ça se voit sur ma face que je ne vais pas te répondre. Et c'est pas parce que je vais l'exprimer. C'est encore une fois, c'est cette question d'incarner et d'avoir à l'intérieur de soi des limites qui soient claires. Puis il faut savoir que moins tu vas donner d'explications, moins il y aura de moyens de débattre avec toi. Non, c'est une réponse à part entière. Il n'y a pas besoin de dire non parce que on peut toujours trouver une faille. Plus tu donnes d'informations, plus tu laisses des failles, des ouvertures pour justement venir contrecarrer ce que tu viens de dire. Et il y a aussi la question de la sélectivité ou de l'élitisme. Aujourd'hui, je pratique une certaine forme d'élitisme et de sélectivité. C'est-à-dire que je me réserve pour des personnes qui me respectent et qui m'honorent. Et si je vois que c'est pas le cas, tu ne pourras pas faire partie de mon cercle. Et ça, c'est quelque chose qui est mal vu. Parce qu'on loue l'ouverture. Mais c'est quoi l'ouverture sans discernement? On peut très bien observer et rencontrer des personnes avec ouverture et dire j'accepte, mon cœur reste ouvert. Et en même temps, choisir de sélectionner des gens, des personnes, des situations, des endroits qui nous honorent. Souvent, on prend ce prétexte d'ouverture en mode moi, je suis une personne très ouverte, je suis ouverte à tout. Et on prend ça, ce prétexte pour justifier le dysfonctionnement et le chaos dans nos vies. Si c'est quelque chose que tu as observé aussi, je te laisse en parler en commentaire et me dire ce que tu en penses. En tout cas, pour ma part, je suis une personne ouverte, mais je suis pas pour tout le monde et tu devrais pas l'être non plus. En dernier lieu, je dirais que ce qui est vraiment important dans cette conversation et ce qui va faire que tu vas te sentir puissante, c'est de laisser partir les gens. Laisse-les partir. Je racontais là au tout début le babysitting que je faisais. Il faut savoir qu'après ce message, le papa, il m'a jamais rappelé pour garder ses filles. Et Dieu merci finalement. Ces personnes-là, elles partent parce qu'elles se rendent compte qu'elles vont pas pouvoir t'exploiter comme elles l'auraient voulu. Que t'es pas ou que tu n'es plus ouverte à ça. Donc c'est une bonne chose. Ça devrait être célébré même. Les ruptures, ça peut être des victoires. Et tu dois rien à personne.
ni explication, ni quoi que ce soit. Quand t'envoies des pavés là, ça veut dire que t'es encore trop investi. Si la personne elle décide de te bouder parce que t'es plus ouverte à l'exploitation, tu peux le voir comme une bonne chose parce qu'elle te montre qui elle est vraiment, ou du moins elle te montre ce qui l'intéresse vraiment chez toi. C'est pas que les gens ils sont mauvais. Et je veux pas qu'on parte dans ces discussions, on est là, on va venir opposer les personnalités narcissiques versus les personnalités empathiques, les bonnes personnes versus les mauvaises personnes. C'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est que si on peut avoir un avantage sur quelqu'un, la plupart des gens vont prendre cet avantage-là. Et c'est peut-être ton cas aussi, c'est le mien aussi. Je suis pas exempte de tout ça. Mais en tout cas, laisse-les partir. C'est pour le mieux. Et ça fera la place pour meilleur, plus aligné. Moi, ça m'a mis un temps fou d'arriver à cette vision-là. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en paix. La plupart du temps, je me sens sécure. Je sens que si jamais j'ai à exprimer quelque chose, je vais pouvoir le faire. Et ce qui a changé, c'est pas que j'utilise 3000 techniques de communication différentes. C'est que je suis OK avec le fait de tourner les talons, mais je suis aussi OK avec le fait qu'on me rejette parce que justement, j'aurais posé une limite. Et ça, c'est parce que j'ai développé mon amour propre et je ne dépends pas de la validation de qui que ce soit. En conclusion, je dirais que changer de perspective sur les limites, ça a changé ma vie. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu à convoquer toute une conversation pour dire là j'ai pas aimé quand tu as dit ci, là j'ai pas aimé quand tu as dit ça. J'ai même plus besoin de lever le petit doigt pour faire comprendre les choses parce que c'est déjà suffisamment clair à l'intérieur de moi-même. Et je cherche plus à l'imposer aux autres. Dire non à quelqu'un, à quelque chose, c'est se dire oui à soi. Avant, je trouvais que c'était hyper cliché et que c'était gnangnan cette phrase. Et c'est peut-être ton cas aussi. Mais je le comprends aujourd'hui. Et je me sens tellement pleine d'énergie, je me sens tellement bien. À chaque fois que je me rends indisponible pour des choses qui m'auraient demandé de me trahir, si je veux pas sortir, je sors pas. Et ma présence, elle est appréciée quand c'est le cas, quand je dis oui de manière alignée. Parce que incarner ses limites, c'est aussi magnétique. Ça attire les bonnes personnes, celles qui te respectent. Et ma présence, elle est choisie, authentique et pleine de force. Bref, ça change la vie et j'adore. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. À bientôt. Ciao.